La recherche participative qui a été organisée par la Fondation de France et le GIS Démocratie et Participation. Donc on est très heureux de pouvoir le faire. À côté de moi, Marion Benhamou, Fondation de France, responsable du comité démarche participative et emploi aussi à la Fondation de France et qui a porté ce prix qui a été voulu par la Fondation de France. Loïc Blondiot, qui a été un des 3 présidents du jury, qui va nous raconter comment s'est passé ce jury. Et Maïté Jouan, qui a été embauchée comme postdoc au GIS Démocratie et Participation pour organiser ce prix notamment. Donc elle a fait un gros travail de revue de la littérature, dont elle va nous dire 2 mots, et qui est en ligne, donc vous pourrez lire quand vous voulez. Moi, avant de vous passer la parole à mes collègues et surtout d'écouter les 4 équipes lauréates, juste dire un mot. Donc le GIS Démocratie et Participation s'occupe pas mal de recherche participative là, dans cette année et dans les années qui viennent. Donc parmi nos travaux, on a un séminaire ici qui est organisé à l'ENSH Paris Nord sur les recherches-actions et les recherches collaboratives, qui est organisé avec le LISRA autour du Bazin et avec le LAVU, labo de Paris 8, et la MSH. Donc là, il y a le programme du séminaire. On va le mettre sur la table à la sortie, si vous voulez venir y assister. On organise aussi un espace collaboratif pour le développement des recherches en croisant des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté. Ça, c'est une convention qui a été signée entre le CNRS, le CNAM et ATD Carmonde pour travailler à réfléchir à l'épistémologie post-pauvreté, comme on l'appelle, c'est-à-dire réfléchir aux questions éthiques, méthodologiques, voilà, de travail sur les manières dont on peut faire de la recherche participative avec les personnes en situation de pauvreté. Et on invite des équipes à venir discuter de toutes ces questions éthiques, épistémologiques sur ces recherches. On a aussi organisé ce prix de la recherche participative. Je vais passer la parole et dire un dernier mot sur notre double postulat au GIS sur ces questions. Le premier, c'est que la science est plus complète quand elle fait place aux savoirs qui sont ignorés, invisibles, qui sont des savoirs situés, comme disent les féministes, et qui sont trop peu présentes dans les recherches, et qu'il ne s'agit pas de remplacer la science académique, il s'agit d'avoir une science plus complète, en associant, en diversifiant, en faisant de la justice cognitive, en faisant toutes ces choses-là. J'en profite pour dire qu'on va bientôt lancer un appel aussi à articles pour la revue Participation avec Baptiste Gaudry, ici présent, et Maïté et moi, sur les recherches participatives, les recherches radicales. Et puis le deuxième postulat, c'est que la démocratie aussi est plus complète quand elle fait place aux connaissances des personnes, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, la démocratie n'est pas complètement une démocratie quand une partie de la population est laissée de côté, quand elle n'est pas crue, pas entendue par les autres. Donc je passe la parole maintenant à Maïté pour dire 2 mots de sa revue de la littérature, puis à Marion, puis à Loïc. Oui, bonjour. Moi, je ne vais pas m'apesantir sur l'état de l'art. Juste dire qu'en fait, ça visait à faire une cartographie des différentes traditions et approches théoriques des recherches participatives, mais aussi dresser un panorama des réseaux, des différents réseaux d'acteurs-chercheurs et des expériences concrètes, donc en France et à l'international. Et surtout que cet état de l'art a permis de construire des typologies pour saisir sous différents angles les recherches participatives. Et donc, 3 ensembles de typologies ont été choisis. Les finalités des recherches participatives. Donc, dans ces finalités, on distingue les finalités émancipatrices militantes, comme par exemple des recherches communautaires ou autochtones, qui s'inscrivent dans une visée d'autonomie un peu critique vis-à-vis des institutions. La finalité pratique, comme dans le cas des recherches collaboratives et partenariales, et les finalités plus fonctionnelles, contributives, là renvoyant surtout aux sciences participatives. La deuxième typologie, c'était les types d'implication des citoyens et profanes et usagers dans ces recherches. Donc là, on égrène différents types, donc l'implication intégrale, l'implication interprétative, l'implication productive, etc. Et la troisième typologie, c'était autour des médiations, des formes d'accompagnement et des outillages de la participation dans ces recherches. Et là, on a des types d'accompagnement qui sont davantage relationnels, comme les groupes de pairs ou la pair-aidance, des accompagnements plus numériques ou informatiques, des accompagnements artistiques et graphiques. Voilà.
Et donc à chaque fois, pour chaque typologie, il y a des exemples concrets qui sont donnés. Et voilà, pour terminer, dire que effectivement cet état de l'art est disponible sur le site du GIS. Merci. Je vais vous dire quelques mots de pourquoi la Fondation de France a souhaité organiser ce premier prix, c'est une première édition, de la recherche participative. Pour le dire rapidement, nous, notre travail à la Fondation de France, c'est d'aller chercher les meilleurs projets avec l'argent que des donateurs privés nous confient. Des projets dont on a la conviction qui sont à même de transformer la société dans un sens plus solidaire, plus juste. Et en général, on se tourne le plus souvent vers des projets de terrain menés par des associations et parfois de la recherche. Et finalement, avec l'émergence des recherches participatives, on s'est dit c'est aussi une des modalités des projets de terrain que de mener des recherches. Donc depuis quelques années, dans le cadre de différents programmes, que ce soit notre programme environnement, avec notre contribution à CO3, que ce soit le programme culture, avec le programme Nouveau Commanditaire Sciences, qui a pour vocation de donner la possibilité à des collectifs de citoyens d'aborder des questions de recherche originales. Et puis avec le programme Démarche participative que j'anime, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui émergeait fortement en France sur la recherche participative. Et on s'est dit, si on veut soutenir ce mouvement, valorisons, organisons un prix pour à la fois permettre de voir quels sont les projets existants aujourd'hui, et puis les mettre en avant pour peut-être derrière susciter aussi d'autres initiatives de recherche participative et légitimer ce mode de recherche. Marion, tu l'as très bien dit, à la fois parce que ces recherches ont un effet important sur la science, enrichissent la connaissance, à la fois parce que ces recherches participatives développent et donnent du pouvoir d'agir à des collectifs, à des citoyens, à des personnes concernées par une problématique, aux personnes qui agissent sur le terrain, mais aussi parce que ces recherches participatives sont porteuses d'un changement de regard des institutions sur les personnes qui les portent. Moi, j'ai toujours été très frappée de ce que l'auto-désignation en tant que chercheur transformait chez les personnes dans la façon dont elles pouvaient se saisir d'un sujet, se présenter aux institutions. Et ça, je trouve que c'est un moteur très, très puissant. Donc pour lancer ce prix, on a eu le souhait d'avoir un partenaire scientifique, et donc ça nous a paru une évidence de s'appuyer sur le GIS Démocratie et Participation, et je voulais vous remercier du travail qu'on a pu faire ensemble. Et qui nous a permis aussi de développer, grâce au travail de Maïté, la connaissance sur la recherche participative. Je pense que ça nous apporte beaucoup, le panorama que tu as fait. Donc merci pour ce travail de grande qualité, Maïté. Au-delà de l'accompagnement technique que tu as fourni pour l'organisation du prix, merci à Marion aussi de ton soutien intellectuel, organisationnel sur toute cette organisation. On a pu compter également sur un jury extrêmement divers et riche, dont Loïc va vous parler, mais je voudrais encore sincèrement, je vois qu'il y a des membres du jury ici, vous remercier pour l'implication, la grande qualité des travaux du jury. Voilà, je vais te laisser la parole, Loïc, pour développer sur cet aspect de comment on a organisé ce prix. Et bravo aux 4 équipes qui ont été lauréates. Ça n'a pas été simple de choisir. On a eu beaucoup de candidatures d'une immense qualité. Mais donc bravo pour être arrivé jusqu'au bout. Merci. Merci Marion. Moi je ne vais pas être trop long parce que je pense que le plus intéressant de cette session, ça va être d'écouter les 4 équipes portant les projets. Ce sera vraiment très intéressant. Vous verrez une grande diversité, me semble-t-il, de perspectives et de modalités de recherche participative. Avant de vous dire tout ça, je veux simplement présenter le jury, parce qu'il n'y a que la Fondation de France qui peut réunir un jury aussi éclectique
et aussi, d'un certain point de vue, aussi équilibré. Donc j'étais président. Je vais leur rendre hommage, d'autant qu'il y en a deux qui sont ici. Les deux seuls membres de ce jury international sont les deux étrangers du jury. Baptiste Gaudry, qui est là, et qui est chercheur hein, sur la participation dans le cadre des dispositifs de traitement des maladies mentales, hein, en tout cas qui est très intéressé par la recherche participative, et Alain Kaufmann de Lausanne, Baptiste et Alain Kaufmann de Lausanne, qui est à l'interface sciences et société, qui travaille sur les questions de participation dans le domaine scientifique et technique. Et j'étais l'un des 3 coprésidents, et j'aime beaucoup les situations d'exécutif collégial, parce qu'effectivement, le rôle de président est un rôle qui peut être soit ingrat, soit pervers, hein, puisque ça leur confie une place disproportionnée. Les deux, alors je vais les lister parce que c'est quand même intéressant. Je vous donnerai les critères. Et ah bah vous les avez. Bon, donc c'est même pas la peine. Vous avez une petite idée de la diversité. Je voudrais quand même saluer mes 2 coprésidents, Yves Enoch de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et de la Fondation de France, et Aude Lapran qui est dans l'association Sciences Citoyennes. Et puis vous voyez, il y a des sociologues, il y a des chercheurs, pour moitié des chercheurs, pour moitié des acteurs, hein, si on considère une fois pour toutes que les chercheurs n'agissent pas et ne font rien, ce qui est souvent faux. Hein, les chercheurs travaillent aussi, hein, ça c'est une évidence, mais ils agissent aussi pour beaucoup d'entre eux. Chercheurs-acteurs, hommes-femmes, et puis surtout thématiques très diverses. La thématique du handicap, la thématique des politiques sociales, la thématique de la maladie et de la maladie mentale, la thématique de l'environnement, la thématique de l'agriculture, etc., de la culture. On a brassé très très large, et vous le verrez à travers les 4 projets, vous verrez une grande diversité de thèmes, grande diversité de projets au sens de l'ancienneté, de la maturité, de l'ancrage du projet dans une certaine durée, et puis grande diversité en termes de profil d'acteurs. Alors, quels ont été nos critères? Nous sommes réunis 3 fois, nous avons assez bien fonctionné ensemble, et nos critères étaient, on avait 4 types de critères. Premier critère, c'est la cohérence du projet, les objectifs du projet, l'ambition d'un certain point de vue. Est-ce qu'on se situait là dans quelque chose qui finalement se revendiquait de la recherche participative et en était d'un certain point de vue. Deuxième critère, la méthodologie. Ce qu'on a demandé aux équipes de recherche, c'est d'être clair sur le dispositif et notamment sur les modalités d'inclusion des acteurs, des citoyens dans le processus de recherche. Qu'est-ce qu'ils y ont fait véritablement? Est-ce qu'ils se sont contentés d'apporter de l'information ou est-ce qu'ils sont allés plus loin en tenant la plume, quelquefois, en élaborant le protocole même de la recherche? Troisième type de critères, des critères relatifs à l'apport de connaissances. Des recherches qui n'apportent aucune connaissance nouvelle, évidemment, n'ont pas grand intérêt. Et là, dans quelle mesure, finalement, ce que nous savons des objets qui ont été étudiés par ces projets a-t-il changé? Est-ce que nous en savons plus? Est-ce que, pour reprendre l'expression de Marion, est-ce que la science, notre connaissance a été plus complète, a été plus fine, a été plus pertinente, hein? Bon. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, et le quatrième aspect, c'est les effets sur la société. Alors les effets sur la société, ils sont de 2 ordres. Sur l'augmentation du pouvoir d'agir, sur la restauration de la confiance en soi, ou l'instauration d'une confiance en soi et d'une confiance dans d'autres acteurs chez les citoyens qui ont participé à ces recherches. Et puis effet sur la société, est-ce que ça a changé un tant soit peu les regards? Est-ce que ça a changé un tant soit peu les institutions et leur manière ordinaire de fonctionner? Donc c'était les 4, on a une grille d'évaluation qui a essayé de rendre compte de ces 4 grandes exigences, 4 grands types d'exigences, et on a été aidé par Maïté. Alors maintenant, on a oublié de vous dire qu'à la clé de ce prix,
il y avait 10 000 € par lauréat pour que ces lauréats puissent prolonger leur travail et surtout vulgariser, le terme est vraiment affreux, mais diffuser, rendre visible leurs recherches. Donc je pense que là, on a un dispositif qui permet vraiment d'appuyer, de renforcer et de légitimer, puisque l'un des enjeux, ça a été dit très fort, de ce type de recherche qui sont souvent mal vues des chercheurs, en tout cas des instances légitimes de la recherche, et souvent mal comprises des acteurs, qui considèrent souvent que les chercheurs sont beaucoup trop distants, beaucoup trop éloignés, souvent beaucoup trop méprisants à l'égard des citoyens qui ne le sont pas, et ces reproches sont justifiés très souvent, et là on essaye de changer le regard. Donc vous avez tous les membres, maintenant on va présenter, je crois, les 4 projets. Ah oui, on a eu 54 dossiers. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que moi, quand on m'a dit est-ce que tu veux présider le prix, j'ai dit bon oui, ça ne va pas être un boulot très lourd, il ne doit pas y avoir grand-chose intéressant dans ce domaine, et on a été vraiment étonné par la qualité, par la diversité, par l'intérêt d'un grand nombre de projets. Donc on en a sélectionné 4. Donc vraiment, ça a été une sélection drastique sur 54, pour des raisons différentes. Très vraisemblablement, vous le verrez et vous comprendrez pourquoi on les a sélectionnés, mais ce ne sont pas forcément les mêmes raisons qui ont... c'est la même grille de lecture, mais pas les mêmes raisons. C'est-à-dire pas la même force spécifique de chaque projet au regard de ces 4 critères. Et donc, 54 projets, beaucoup, si le prix est pérennisé, ce que je souhaite, et la Fondation de France est le lieu où on peut encourager ce type de démarche, je pense que d'autres projets qui n'ont pas été retenus cette année auront toutes les raisons de l'être l'année prochaine, une fois mûris, une fois mieux explicités pour certains. Alors, je crois que maintenant on peut appeler sur scène le premier. Alors, la cérémonie, il y a eu une première cérémonie, donc on ne va pas faire semblant de remettre à nouveau le diplôme, ce serait complètement absurde, puisqu'on l'a fait hier dans le cadre d'une grande manifestation de la Fondation de France. Donc j'aimerais appeler les responsables de l'équipe Cap Droit, puisqu'ils ont l'honneur d'être les premiers. Cap Droit, c'est un projet assez ancien, assez ambitieux, qui associe des sociologues, des praticiens du traitement du handicap, de la maladie mentale et des malades mentaux pour élaborer un manifeste à partir d'une enquête qui s'intitule « Tous vulnérables, tous capables ». Et donc je leur laisse la parole. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que vraiment c'est un magnifique projet. Ça fait plaisir de revenir ici. Ça a été un moment important pour nous. Le micro, ouais. Voilà. On va en fait lancer 5 minutes de film et on commentera tous un petit peu 5 minutes derrière. Okay. Voilà. Nous sommes en 2017 et le nombre de personnes qui sont hospitalisées en milieu psychiatrique augmente d'année en année. Le psychiatre ne m'a pas soigné du tout en fait. Pendant 3 mois, je suis resté hospitalisé. Il m'a donné le mauvais médicament, donc il ne faisait aucun effet. Donc c'était un manque un peu à mes droits, le droit à la sécurité et puis le droit de me faire soigner. Et quand on va dans une clinique, on a besoin de se sentir en sécurité parce qu'on n'est pas bien. On se dit qu'on va me prendre en charge, on va être là pour moi, et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Parce qu'au niveau de l'hôpital, ils écoutent, ils tiennent, et ils ne nous écoutent pas. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit. Ça c'est un problème, vous aussi. Ils se permettent des choses que je ne tolère pas, ils me pourrissent l'existence. Je ne considère pas ça normal. Donc dans un premier temps, c'est mon idée, c'est de me débarrasser d'eux.
de ces infirmiers, de cette surveillance. Ils m'ont piqué avec du tertian. Ils étaient 9 sur moi. On sent qu'on ne peut plus respirer, on est désemparé. J'ai hurlé jusqu'à ce qu'ils me donnent un correctif. J'ai cru que j'allais me casser le cou, que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais me casser le cou. Je ne pouvais pas lutter. Quand on est attaché sur le lit, on regarde avec une indifférence totale, oui, c'est marquant, c'est angoissant, oui, ça marque. Oui. Le 31 décembre 2016, ma mère, lors d'une dispute, m'a dit qu'elle ne devait pas me subir parce que ma maladie, c'est moi qui l'avais choisie. Je suis allergique à certains médicaments, mais ils n'en ont pas tenu compte et la deuxième fois, ça m'a fait pareil. Ma mâchoire était serrée, j'arrivais plus à parler. Voilà. Donc, rien que des choses positives dans ce qui m'est arrivé, et une évolution que j'ai obtenue grâce à mes démarches et au fait, à mon non-renoncement. J'ai toujours pu m'occuper des papiers, mais là, je n'en peux plus. Je n'ai pas été informé que ma curatelle allait être renouvelée et donc je n'ai pas pu le refuser. Défendre mes droits aussi, impossible de demander ma levée avant la fin de la mesure car il faut payer une expertise psychiatrique qui se monte à 150 €. Je n'avais aucune information sur rien, encore moins sur ma pathologie. Au bout d'un moment, le psy m'a dit que j'étais schizophrène sans aucune autre explication. Et quand on me parlait des dettes, cela me coûtait trop pour y réfléchir. Je poussais à plus tard. Il me faudra donc attendre 3 ou 4 ans. Je ne sais pas à quel moment la mesure se termine. La curatrice me dit que j'ai été informé par courrier, mais je ne me souviens pas. Mais je ne l'ai pas reçu. Et en même temps, je fais tellement confiance aux médecins que je pense qu'ils vont me dire ce qu'ils doivent me dire et donc je n'ai aucune raison de leur poser des questions. Il y a tellement de papiers, j'avais des sacs pleins de papiers. Il faut ramener ça, il manque un papier, il manque ci, il manque ça. J'ai toujours pu m'occuper de mes papiers, mais là, je n'en peux plus. Cela me ferait du bien d'avoir quelqu'un pour m'aider avec les papiers. Il faut ça, tenez, prenez ça, vous voulez ça, prenez ça. Et un jour, ils sont venus mettre tout dans les cartons et j'ai dû partir. Et mon mari est avec, car j'ai fait comme lui a voulu, je l'ai fait incinérer. Mon appareil photo est à l'intérieur aussi. Alors, on a choisi de montrer cette exposition itinérante, Diaporama sonore. Elle est l'une des productions de la démarche. Elle illustre la dimension participative. La démarche s'est appuyée sur l'idée que le partage des savoirs devait commencer par un partage entre personnes vivant des situations de handicap, des situations de handicap.
ce partage, il a été mis en scène, mis en image par les personnes elles-mêmes. Là, vous voyez 3 groupes. Ce partage s'est fait dans 11 groupes, avec une diversité de handicaps, vous avez pu le voir dans différentes villes. Ce partage, il visait à transformer une expérience en expertise pour pouvoir mettre en dialogue des dispositions juridiques, et notamment l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes en situation de handicap, dans différents espaces de forum. L'expertise constituée, elle est passée bien sûr par des formes traditionnelles, d'écrit, et puis elle est passée aussi par l'interpellation, je ne sais pas comment la qualifier, audio et visuelle, donc par l'image, qui a suscité aussi souvent des éléments de dialogue importants. Oui, Benoît parle de l'article 12, mais je ne sais pas si là, je pense pas que vous sachiez de quoi il s'agit. En fait, cet article 12 de la Convention de l'ONU de 2006 prône comment on appelle ça, l'interdiction de toute mesure de contrainte légale, comme soins sans consentement, mesures de curatelle, tutelle. Et ça a suscité une controverse qu'on a décidé de faire vivre au sein de Cap Droit avec les participants comme nous, personnes concernées. Et de cette controverse, j'arrive pas à respirer. Voilà, donc on a fait vivre cette controverse à travers nos travaux. Et je passe la parole à... Voilà, je vais juste expliquer l'article 12 en fait. Oui, alors donc on est des personnes en situation de vulnérabilité psychique et non pas des malades mentaux comme j'ai cru l'entendre. C'est ce qu'on a essayé de montrer justement à travers et ce film et cette démarche Cap Droit dans lequel se croisait le regard de travailleurs sociaux, de chercheurs en sciences sociales comme Benoît Hérault et de travailleurs sociaux. Ce qui est remarquable dans cette démarche, c'est que c'était la nivellation par le haut, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre de la distance par rapport à notre propre handicap psychique, prendre de la distance et s'élever, je dirais, prendre du recul. Et ça, c'est ce qui est particulièrement innovant dans le projet, parce que souvent, on n'a pas souvent suffisamment de recul par rapport à... On est, je dirais, dans un ghetto psychiatrique entre nous, et comme moi, qui fait partie d'une association d'usagers en santé mentale qui a du mal d'ailleurs à fonctionner. Et donc là, il y avait une autre espèce de regard. Merci. Oui, comment dire. Personnellement, vis-à-vis des chercheurs du groupe, comme vis-à-vis de toutes les autorités que je rencontre, mon premier souci, c'est que la personne qui a des vulnérabilités, qui se heurte à ces vulnérabilités, est la seule à pouvoir percevoir les mécanismes de ces vulnérabilités. Et l'essentiel me semble qu'il ne faut pas l'empêcher de faire les réapprentissages lui permettant de dépasser l'obstacle avec ce qui lui reste comme capacité. Et ça n'est certainement pas en la mettant sous une camisole chimique, sous une lobotomie chimique, qu'on lui permettra de tirer le fruit d'une analyse des échecs liés à sa vulnérabilité. Donc, c'est pour ça
que je me mobilise, y compris avec une grande susceptibilité par rapport aux chercheurs du groupe. Et en même temps, c'est surtout particulièrement grave parce qu'à l'heure actuelle, on a créé, des juristes ont créé en 2009 une notion d'incapacitation par rapport aux droits les plus fondamentaux, en justifiant la recréation d'une notion de mort civile. Eux-mêmes en parlent, c'est-à-dire d'exclusion du genre humain, d'exclusion des droits inaliénables, sur une catégorie, pour une catégorie de personnes dites vulnérables, disant que les personnes vulnérables sont des personnes à qui on substitue quelqu'un d'autre pour exercer la jouissance de ces droits fondamentaux. Les prises de décision concernant la jouissance de ces droits fondamentaux, ça me paraît extrêmement grave. Il s'appuie sur des analyses juridiques qui datent d'un juriste qui avait été fervent collaborateur, puis conseiller du gouvernement de Vichy, et qui n'avait malheureusement pas été épuré à la Libération. Moi, je fais partie des professionnels, des gens qui tous les jours font, et si on peut dire que les chercheurs ne font pas, eh ben on peut aussi dire que les professionnels, on a du mal des fois à penser qu'ils peuvent chercher et se poser des questions. Et dans le groupe, dans l'équipe, c'était aussi important qu'il y ait des professionnels, qu'il y ait des gens. Alors moi, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc c'est moi la méchante, curatrice. Voilà. Mais il y a aussi des méchants infirmiers psy, il y a aussi des gens comme ça dans notre équipe, et c'est important aussi que ce dialogue s'exerce avec tout le monde, qu'on puisse voir et qu'on puisse montrer aussi à nos institutions, parce que nous, en tant que professionnels, on n'a pas non plus une place si facile que ça. Donc on est aussi en but au manque d'information, à l'absurdité des plateformes numériques et des grandes institutions, même si on essaye d'aider les gens au travers de ce labyrinthe. Et voilà, notre place, elle n'est pas non plus si facile, et de pouvoir être là et de pouvoir dire que nous aussi on cherche, et que nous aussi on réfléchit, et que nous aussi on se met à la disposition des personnes, et qu'on essaye de faire avancer un peu toutes les choses. C'est aussi bien de savoir qu'il y a des professionnels qui le font. Et voilà. Moi, j'ai pas grand sentiment que tout ça s'est dit depuis le début. On va dire, c'est vrai, ça fait 3 ans qu'on a démarré ça avec Benoît Hérault K3. On a démarré sans rien, on va dire le dossier c'était le tel. Après, on a fait des équipes avec des personnes professionnelles, des personnes comme moi, on va dire, handicapé, bon, mon côté, handicapé mental. Et on s'est écouté, on va dire, les professionnels, les comme moi, les autres, tout. Et c'est pour ça qu'on a avancé, c'est tout. Et on a encore des projets par ailleurs, tout à coup, pour le même truc. Baptiste, peut-être un mot sur ce que vous allez faire de l'argent éventuellement. Benoît, excuse-moi. Benoît. Oui, dire. D'abord, on a ce manifeste toute vulnérable, toute capable. Il est encore possible d'aller le signer sur notre site avec toujours un double titre d'expérience et d'expertise. On signe avec au moins cette pluralité-là, et puis un livret que vous pouvez télécharger, un livret de plaidoyer. On va essayer d'amener ça, on l'a amené à l'Assemblée nationale, on l'a amené au ministère de la Justice. On va essayer d'amener la France va être
disons, le comité des droits de l'ONU sur les droits des personnes handicapées va réviser, va examiner la situation de la France en septembre prochain. On va essayer de leur amener ça et le prix nous permettra d'y aller sans doute collectivement et de porter un peu plus haut un certain nombre de combats. Merci à tous et je propose qu'on applaudisse une fois encore un projet qui est vraiment exemplaire. On va peut-être passer à un second projet et je vais donner la parole à Maïté pour présenter ce deuxième projet. L'une des originalités du projet, c'est effectivement d'avoir créé des trinômes malades, acteurs et chercheurs qui ont produit de l'enquête, qui ont produit de la connaissance. Et cette connaissance, elle instruit le plaidoyer, et ça, c'est vraiment formidable. Donc le deuxième projet, c'est le projet Tilancia, qui est basé à Lyon, et que Maïté, donc je vais demander aux deux coporteurs de ce projet de venir sur scène et venir nous présenter. Alors je vais leur demander d'être vraiment, pour qu'on puisse tenir les horaires. Il y aura encore 2 projets ensuite. Juste un mot pour dire qu'on va faire passer les 4 équipes et ensuite on espère avoir un petit temps de questions-réponses avec vous. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec 2 extraits de vidéo parce que tout notre projet était un film, donc les vidéos parleront mieux de tout ça que nous. Moi, c'est vrai que on va entendre le son qui relève. Bonjour les amis, je suis le caméraman du jour, je m'appelle Robert Diabaté, difficile généralement, je viens de Guinée-Conakry. En fait, j'ai travaillé sur le désert Sahara pendant 2 jours, j'ai appelé cet ami. Bon. Maintenant, je suis maintenant en France, précisément à Lyon, le Grand Lyon. J'attends maintenant les prises en charge parce que pour le moment rien ne bouge. Et je dors dans la rue, je peux dire comme ça, je dors dans la rue, on n'a pas de prise en charge, on dort dans la rue. Bon, on a quand même programmé. On va aller loin un peu. Je me suis quand même européen parce que de sécurité. Dans la Méditerranée. Ouais, un peu non, voilà. Filmez-moi bien, je le filme. Je ne suis pas Adama Daiko. C'est un Ivoirien. Lui, il s'appelle Adams. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait rien, il est simple, il est correct et il est honnête. Moi, je suis vraiment malhonnête. Là, ils sont encore de beaux temps de boire. La preuve, elle est là. On y va comme ça, je vais t'attendre. Je marche à la Tupac ou je marche tranquille? Tranquille. Tranquille, c'est comme ça. Alors, mais dis-moi, à la Tupac aussi un peu. À la Tupac alors. Comment tu es sorti de Roissy? Oh, immigration, mais j'avais mon visa, mon grand. Ok, tu avais ton visa. Oui, après j'ai déchiré mon passeport. Ok, et tu as déchiré ton passeport, ça c'était à Paris. À Paname. On dit Paname, on dit pas Paris. J'ai eu papier anglais, perdu. J'ai eu papier suisse, perdu. J'ai eu papier allemand, perdu. J'ai eu papier français ici, perdu. Oh, moi je suis parti à la maternité, j'ai jamais vu quelqu'un qui est né avec un papier. C'est où le problème? C'est qui va faire le comment tu as connu la place Mazagra? Mazagra, c'est où? Là, au potager. Potager? J'ai connu là-bas par accident, je pense. Comment? Explique-nous un peu, s'il te plaît. Oh, mais je t'assure, je marchais sur la tête de ma tête, j'ai marché, j'ai retrouvé les plaques et puis je me suis assis, et puis c'est tout. Oh, les bonnes centres de rétention, poussez-vous, s'il te plaît. Attends, tu veux pas de Je vais juste vous mettre un deuxième extrait, si je le retrouve. En intérieur, oui, c'est là.
visiblement, il y a toujours des gens qui meurent encore dedans. Il y a des lieux sur là où on peut aller demander, par exemple. Ouais, on peut peut-être noter les lieux, quoi. Du coup, on peut peut-être procéder par genre thématique. Genre là, je vais faire vous donner tous les lieux auxquels vous pensez qui sont importants à Lyon. Ou en France même, de toute façon. Ouais, même il y a l'association. Là où l'association, comment c'est ça? Ah oui, c'est ça. Centre communal d'action sociale. C'est pour catholique. C'est pour catholique. C'est pour catholique. Comme Simad. On va arrêter là pour rester dans les horaires, mais cette vidéo, on l'aura accessible sur un DVD qu'on, j'espère, on va sortir à la rentrée 2020. Pour situer un peu ce projet, c'est un projet qui a débuté il y a 3 ans avec l'association Tilancia, donc, qui réunit principalement des anthropologues et qui fait des documentaires et des ateliers d'éducation à l'audiovisuel. Et on est installé dans le quartier de la Guillotière à Lyon, qui est un quartier de migration, mais aussi en transformation. Et donc on a rencontré des personnes sur une place lyonnaise qui avaient beaucoup de choses à dire et avec qui on a voulu réaliser un film. Donc cette vidéo que vous avez vue parle un peu de ce sujet, enfin illustre finalement les ateliers qui ont eu lieu, dans l'idée que finalement ce sont les personnes migrantes qui puissent prendre la parole sur leur vécu en France et créer un savoir local sur comment ça se passe à Lyon, finalement, l'accueil des personnes, parce qu'on parle beaucoup de leur trajet, mais on parle très peu de quand ils arrivent en France. Bon, bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais hier, on s'est tous rencontrés à la Guillotière. C'est une place qui s'appelle le potager, la place Mazagra. En fait, c'est pour les personnes qui viennent d'arriver. C'est là-bas, on se réunit pour trouver des solutions où on pourrait aller. Bon, c'est là, par exemple, moi, j'ai fait la connaissance de l'association Tilancia. Bon, j'ai réussi à faire quelques vidéos avec eux. Et là, tout de suite, on vient de voir la vidéo. Je ne suis pas sûr, mais je suis à peu près la dernière personne qui est arrivée dans le projet. Donc, j'avais trouvé à peu près plein de personnes, mais il y a d'autres que je n'ai pas pu faire leur connaissance. Moi, quand même, je me suis adonné et j'ai donné ce que je pouvais. Et du coup, c'est une bonne association. J'espère si tout le monde montrait sa capacité, on pourrait aller plus avant. Parce que tout le monde a des talents, soit la personne qui le démontre et qui ne le démontre pas. Mais j'espère dans l'harmonie, on pourra avancer. Bon, le projet a été vraiment, par exemple, moi, je suis venu de l'Italie jusqu'en France. J'ai traversé plein de difficultés, des vécus de la Libye, mais j'ai bien parlé dans la vidéo, mais le temps peut-être ne va pas nous permettre que moi-même, je vais témoigner devant vous tout ce qui s'est passé. Ok, pas cette fois. Bon, la prochaine fois, j'espère. Du coup, c'était juste pour vous parler du projet. Par exemple, moi qui venais d'arriver, j'ai apprécié l'acte de l'association Tilancia parce que c'était la seule association qui est venue à mon niveau auprès de moi pour savoir quelles sont mes inquiétudes, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Bon, c'était une bonne idée et vraiment j'ai accepté sans même réfléchir. Sur le même coup, j'ai dit oui et on a commencé en même temps. Ils m'ont demandé mes difficultés, la traversée, ce que j'ai vu. Donc j'ai témoigné quelques-uns parce qu'on ne peut pas tout dire. Et moi-même j'ai gardé quelques-uns jusqu'au jour J. Bon, c'était juste ça pour le moment, j'ai à dire. Je redonne la parole à Marie, après je vais encore y parler. Merci. Bon, le temps est assez limité, on pourra peut-être voir ça pendant les questions. Juste pour revenir sur, j'ai rejoint le projet sans même réfléchir, c'est pas vrai, il n'y en a aucun qui l'a rejoint sans même réfléchir, et c'était un long travail de négociation et de persuasion. Et vous disiez tout à l'heure que faire de la recherche participative, ça rend la recherche plus complète, mais aussi plus complexe. Et ce qui donne toute sa valeur, mais qui voilà, demande peut-être beaucoup à réfléchir sur comment on la met en œuvre. Et nous, on a beaucoup appris sur 3 ans, parce que c'était la première fois qu'on réalisait ça. Et on espère, avec ce prix, d'une part, pouvoir visibiliser ce qu'on a réalisé,
avec un DVD, donc à la fois avec le film et une vidéo de 20 minutes sur les ateliers, mais aussi pouvoir finalement continuer à réfléchir sur ce que c'est de faire de la recherche participative et peut-être mener d'autres travaux comme celui-là. Voilà. Merci. Un dernier mot peut-être, mais un tout petit mot de conclusion. Bon, merci et bravo pour cette recherche. Pendant qu'arrive le troisième projet, donc Policité, je vais faire de la publicité pour la revue Participation de deux manières, avec un esprit d'escalier pour vous dire qu'on a fait paraître en 2018 un numéro consacré à participation et handicap, et je crois que Benoît y a été pour quelque chose. Donc si ces questions-là, et Baptiste aussi est présent dans ce numéro, si ça vous intéresse, Hélène, elle est où Hélène Balazar et... C'est Policité. Pourquoi? C'était en fait, c'est un projet lyonnais, à moins que vous soyez pressé, hein. Non, Policité, allons-y. Ce sera Semence Paysanne. Alors c'est un autre projet lyonnais. Et un de nos prochains numéros sera consacré à la catégorisation des publics minorisés. Et donc, je pense qu'on aura aussi des éléments tout à fait intéressants. Donc un autre projet lyonnais, Policité, et Hélène Balazar, qui est politiste, dont vous connaissez très certainement les travaux sur la participation et sur le community organizing, dont je vous recommande le livre Agir en démocratie, qui est un très très bon livre, issu de sa thèse. Voilà. Dans toutes les bonnes librairies, si vous voulez le lire. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Dimitri Valliot. Je travaille au centre social Georges Lévy qui est basé à Vaux-en-Velin. Je représente aujourd'hui le centre social et ma collègue Samia Bencherifa qui a mené ce projet avec le groupe. Et donc voilà, donc c'est une association entre donc, le centre social, ce projet, et donc le NTPE, l'École nationale des travaux publics où travaille Hélène, et Anaïk Puren qui fait aussi partie de ce projet. Et donc les habitants de Vaux-en-Velin, représentés ici par les jeunes qui nous accompagnent et qui font partie intégrante du projet Policité. Voilà, donc c'est une démarche originale de recherche participative, donc je ne vais pas en dire trop, je vais plutôt laisser la parole aux jeunes. Merci. Alors bonjour à tous, et moi c'est Abdelhakim Margoum, j'ai 20 ans, et je suis dans le projet Policité depuis ses débuts. On a commencé en septembre 2016. À la base, c'est une recherche participative sur les discriminations. Et le NTPE nous a formés à mener des entretiens. Donc on a mené des entretiens dans notre commune, à Vaux-en-Velin, avec des jeunes, des moins jeunes, un peu tout le monde. Et suite à ces entretiens, on s'est rendu compte que la principale discrimination dans notre ville à Vaux-en-Velin, c'était avec la police. Donc on a voulu recentrer notre travail sur la police pour améliorer les relations police-population et améliorer le quotidien des habitants de Vaux-en-Velin. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Ilia Chabi, j'ai 20 ans. Donc moi j'ai intégré le projet Policité suite à un contrôle d'identité qui s'est mal passé. Donc suite à ça, avec le groupe Policité, on a fait des démarches pour faire valoir mes droits. Donc on a porté plainte, on a envoyé des courriers aux défenseurs des droits, des courriers à la mairie de Lyon. On a envoyé un tas de courriers. Voilà. Et suite à tout ça, on s'est rendu compte qu'à Vaux-en-Velin, il y avait presque personne qui portait plainte. Donc nous, le but aussi de notre projet, une partie de notre projet, c'est aussi de solliciter, de sensibiliser, merci, sensibiliser les jeunes, de faire valoir leurs droits, voilà tout simplement. Et au cours de notre projet Policité, on a aussi créé une BD qui représente un petit peu toute notre aventure depuis ses débuts. Et aussi, on utilise cette BD en tant qu'outil pédagogique dans les écoles scolaires et peut-être un jour dans les formations de police, on espère. Voilà.
Bonjour à tous. Donc Hélène Balazar, chercheur en sciences politiques à l'ENTPE. Moi, j'ai rejoint le projet Policité il y a seulement 2 ans, quand je suis arrivée à Lyon. Auparavant, j'étais en Angleterre où, du coup, j'avais accueilli l'équipe pour un séjour d'études à Londres, parce qu'après avoir documenté ce qu'ils vivaient, documenté l'expérience des discriminations, et notamment vis-à-vis avec la police à Vaux-en-Velin, l'idée c'était de prendre un peu du recul et de voir comment ces relations police-population pouvaient potentiellement mieux se passer dans des pays où il existe des mécanismes de contrôle du travail de la police par la population, et où il existe des espaces de coopération entre police et population. Donc on est allé en Angleterre, puis après vous êtes allé au Canada aussi. Et ça s'est rendu compte dans la BD également. Et là, je voulais faire, par rapport à hier, comme on a un peu plus de temps, un peu plus approfondir qu'est-ce que finalement cette recherche participative a apporté, pourquoi c'est plus complexe de faire de la recherche participative, mais ça permet d'aller plus loin dans les connaissances qu'on peut apporter dans le domaine scientifique. Et donc ça cette valeur-là, et puis je reviendrai aussi sur la valeur que ça peut avoir pour la société. Peut-être en parlant aussi de recherche-action, je ne sais pas si on dit plutôt recherche-action participative ou recherche participative, des fois on ne va pas jusqu'à l'action. Là j'ai l'impression que votre prix, vous avez essayé de mettre en valeur des recherches participatives et des recherches-action. Donc là sur les connaissances, les entretiens dont a parlé Abdel Hakim, en fait ça permettait d'avoir formé des chercheurs pairs, ça permettait d'aller obtenir des informations, des données qu'on n'aurait pas obtenues, nous en tant que chercheurs déjà blanches, qui ne vivons pas ces micro-interactions qu'on a essayé de rendre compte. Parce qu'en fait, là, ce que ce projet a apporté pour la connaissance scientifique, c'est de rendre compte en fait, du racisme ordinaire qui était vécu par les jeunes à Vaux-en-Velin dans les interactions avec la police, qui n'était pas de l'ordre de ce qui était déjà pas mal bien documenté par notamment Éric Fassin ou Fabien Jobard ou d'autres chercheurs, qui n'étaient pas des infractions à la déontologie comme les contrôles aux faciès par exemple. Là effectivement il y a beaucoup de contrôles aux faciès, on peut les documenter, mais là on est allé plus loin sur tout ce qui était les micro-interactions quotidiennes et les micro-agressions qui en fait pèsent énormément sur le quotidien des jeunes à Vaux-en-Velin, mais on imagine également ailleurs. Donc ce que Philomena Essed appelle le racisme ordinaire, everyday racism. Et du coup là de pouvoir vraiment le documenter, on ne peut pas le faire non plus en observation participante parce qu'on va déranger l'ordre de ces interactions là, et c'est des choses que les chercheurs pairs ont vécu eux-mêmes, donc peuvent en parler et peuvent faire parler les personnes qu'on rencontrait. Donc ça permettait vraiment d'aller plus loin dans la récolte de données. Et puis donc on a écrit, Anaïk Puren qui était à l'origine de ce projet et que j'ai rejoint du coup à l'ENTPE, a écrit notamment 2 chapitres d'ouvrages, un plus sur la démarche participative et un sur justement ce que ça permettait, c'est un ouvrage canadien sur le profilage racial, permettait de documenter. On est en train de coécrire un article pour Lien social et politique sur les actions qu'on a menées par la suite. Alors donc par la suite, il y a eu la publication de la BD, et en décembre dernier, on a organisé une conférence citoyenne de consensus, où là, justement, c'est la recherche qui a essayé aussi de rendre compte, une fois qu'on met à jour ces données, il y a un devoir un peu éthique de se dire, mais on ne va pas rien en faire. Et donc, dans une perspective de sociologie publique, c'est d'essayer de mener des actions aussi aux côtés des co-chercheurs formés pour essayer de faire d'apporter de la transformation de ces problématiques, de ces injustices qu'on a mis à jour. Et du coup, cette conférence citoyenne de consensus, elle permettait les chercheurs, ils ont la capacité justement d'être légitimes dans différents mondes et de circuler entre différents mondes. Et là, en organisant cette conférence citoyenne de consensus à l'UNTPE, donc dans une école d'ingénieurs qui fait partie de l'Université de Lyon, un terrain neutre, entre guillemets, on a pu inviter des forces de l'ordre, on a pu inviter des institutions comme par exemple à Lyon, il y a l'École nationale supérieure de la police qui forme les commissaires. On a pu inviter du coup les habitants de Vaux-en-Velin, les institutions locales également. Et
parce que ça n'a pas toujours été évident, la relation avec les institutions locales ou avec la police, ou la police nationale, la police municipale. Mais voilà, avec cette présence en fait des chercheurs dans ce projet, ça permet de créer ces lieux un peu plus neutres. Alors pour parler de la conférence citoyenne de consensus, on va vous montrer, on a fait un film de 9 minutes dessus, et là il y a un teaser d'1 minute 30, c'est possible ou pas? 9 minutes. Non, non, là c'est 1 minute 30, oui bien sûr. Mais justement voilà, un petit teaser, ce qu'on se disait dans ce genre. Policité, c'est vraiment une recherche-action participative avec des travailleurs sociaux qui se sont associés à des chercheurs à l'école des ingénieurs et des citoyens. La place des jeunes dans ce projet, c'est en gros c'est un pilier du projet. On s'entraide comme on peut, par exemple moi je gère la logistique, il y a ceux qui gèrent les groupes de discussion. C'est juste incroyable parce que d'être à l'origine de l'organisation d'une conférence de consensus citoyenne, c'est une fierté en fait pour nous. Ça a permis avec l'ensemble des jeunes, notamment des quartiers difficiles, d'avoir quelques clés de compréhension. Les relations police-population sont assez médiocres en France comparé au reste de l'Union européenne. Le citoyen peut vraiment apporter une aide précieuse aux forces de police dans la prévention. La réponse policière n'est pas la solution unique à une problématique. Ensuite, ils vont devoir travailler ensemble et les propositions qui sont faites dans les deux panels devront être négociées de manière conjointe entre professionnels et citoyens. Grâce à ce projet, ma mentalité a totalement changé. Maintenant, je vois la police d'un autre œil. Je pense que il y a une évolution, on se sent considéré. Il n'y a pas plus enrichissant que ce qu'on vient de vivre pendant ces 2 jours. Je trouve ça juste incroyable. On vient de commencer quelque chose et on n'est pas prêt de s'arrêter. On va être acteur d'un changement. Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Rania, j'ai 17 ans. Tout d'abord, j'avais un point de vue extérieur sur le projet Policité parce que j'étais en stage durant la conférence de consensus. Par la suite, j'ai rejoint le projet parce qu'il était très convivial et surtout, je me sentais concernée parce que j'habite quand même à Vanvelin, donc ça nous touche quand même. Du coup, moi et ma voisine, on est les nouvelles cohortes, donc en fait on est les nouveaux leaders. On est 15 nouveaux leaders et on veut participer, on veut être devant plein de gens comme aujourd'hui et parler. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Seydji Asma, j'ai 16 ans. J'ai rejoint Policité récemment, puisque j'en ai entendu parler grâce au centre social Georges Lévy. Et comme elle a dit, on est la nouvelle cohorte et on est formé par les leaders, donc les anciens. Et voilà. Et on tenait encore à vous remercier pour le prix. Et voilà. Bon, merci à tous et à tous. Voilà, on va appeler le 4e. Je pense que là, on est dans les temps. Je ne sais pas qui profite de l'écran pour faire la publicité à Écarte-le. Je ne sais pas si vous connaissez Écarte-le, qui est un gourou de la méditation en pleine conscience, que je vous conseille d'ailleurs pour s'endormir, c'est parfait. Écarte-le avant de dormir, ça vaut tous les somnifères. Possible. Bon, merci de m'avoir coupé le micro. Je sais pas ce qu'on doit. C'est parce que je disais, j'ironisais sur Écarte-le, qui est un très très bon gourou. Alors, peut-être on termine effectivement par le projet le plus ancien, le plus connu, très certainement à l'extérieur, dans un domaine tout à fait différent, mais avec des enjeux tout aussi cruciaux, qui sont ceux effectivement de la biodiversité et de la lutte contre l'industrialisation de l'agriculture et la privatisation des semences. Donc c'est le projet
Semences paysannes, et je laisse les deux porteurs de projet à la fois se présenter et raconter cette histoire. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Charles Pouilly, je suis paysan boulanger dans le sud-ouest et coprésident du réseau Semences Paysannes. Donc voilà, le réseau c'est un réseau d'une centaine d'associations en France qui luttent pour la biodiversité cultivée. Voilà, donc la conservation, la sélection, la diffusion de semences qu'on dit de variétés anciennes, de variétés paysannes. Donc dans ce réseau en fait a émergé il y a une quinzaine d'années un groupe blé, donc c'est un groupe de paysans comme moi qui se posent des questions sur la sélection des céréales. Donc on était face à une problématique où en fait en agriculture biologique aujourd'hui toutes les céréales qui sont cultivées, elles ont été, il y en a très peu qui sont vraiment sélectionnées pour l'agriculture biologique. Généralement c'est des variétés qui étaient, qui étaient mixtes on va dire, et donc voilà, c'est des blés qui sont généralement fragiles, qui ont des problèmes de lutte contre les mauvaises herbes, qui ne sont pas très concurrentiels, qui ont besoin de beaucoup d'intrants, c'est-à-dire beaucoup en agriculture biologique on n'utilise que du fumier, et donc voilà, face à toutes ces problématiques, on a décidé avec une équipe de chercheurs de lancer un programme de sélection participative et de créer du coup tous ensemble des nouvelles variétés plus adaptées à notre contexte. Donc c'est des variétés qu'on dit hétérogènes, c'est-à-dire en fait c'est des variétés de population. Dans une autre présentation, on parlait des individus tous différents qui formaient une forêt. Nous finalement c'est exactement pareil. On lutte contre ces variétés de blé qu'on peut trouver dans les champs quand vous vous baladez dans la campagne, où on voit tous ces champs de blé où du coup tous les individus sont tous pareils, une espèce de mer verte où il n'y en a pas un qui dépasse, c'est tous des clones. Si vous baladez dans mes champs, vous allez voir des blés de toutes les couleurs, toutes les tailles, des grands, des petits. Et donc des blés beaucoup plus adaptés à des changements climatiques, à des changements de conditions d'une année à l'autre, quoi. Voilà. Je vais laisser Isabelle vous présenter en détail le projet. Bonjour, donc moi c'est Isabelle Godringer, je suis chercheuse à l'INRA. Et donc ce qui était intéressant au début, donc dès 2003, après la création des réseaux Semences Paysannes, c'était quand on s'est rencontrés de voir que finalement on avait vraiment une vision partagée des besoins de l'agriculture, pour des pratiques agroécologiques, quoi. L'idée qu'il fallait remettre de la diversité en action dans les champs, c'est-à-dire redonner aux paysans la capacité de semer, de choisir ce qu'ils allaient semer, de sélectionner pour faire les semences l'année suivante, et donc de créer une dynamique, une possibilité d'évolution des plantes avec les pratiques et les paysans, et aussi avec l'environnement. Donc ça c'était un petit peu ce qui nous a rapprochés. Et donc face à cette demande et puis à cette envie de travailler sur la gestion et la sélection d'une diversité cultivée pour une agriculture plus durable, on a construit ensemble, donc en 2006, après un petit temps de prise de connaissance, où en fait moi j'ai été passer du temps dans les champs des paysans pour découvrir, parce qu'en fait dans la recherche on est tellement, la formation c'est quand même assez réductionniste. Moi je suis généticienne des populations, et donc et je suis agronome, mais on va pratiquement jamais voir comment ça se passe dans les fermes. Quand on a des plantes qui poussent dans les stations expérimentales, c'est déjà bien. Donc on a passé du temps à faire connaissance. Les paysans sont venus aussi dans les laboratoires pour voir ce qu'on faisait, ce que c'était que cette génétique qu'on faisait dans les laboratoires. Et puis ça nous a permis de proposer un projet de recherche action participative, donc ça a été un peu dit tout à l'heure, pour créer donc de nouvelles variétés populations adaptées, comme Charles l'a dit,
mais aussi en même temps produire ensemble des connaissances sur la manière de gérer la diversité cultivée à la ferme et puis l'impact des pratiques paysannes de cette gestion, et puis également pour renforcer l'autonomie des paysans et de leur collectif et donc des animateurs autour de la gestion et de la sélection des semences. Et donc petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais on a pu obtenir un certain nombre de financements, à la fois de régions. Donc à l'époque, au début, il y avait la région Île-de-France qui avait mis en place les projets PICRI, les partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation, et donc ça a été arrêté, c'est vraiment dommage. Et puis on a eu aussi des financements de l'Europe et de la Fondation de France. Donc le principe de cette co-construction, c'est vraiment de travailler à toutes les étapes de façon collective, donc de discuter et de décider collectivement. Donc la question de recherche, le protocole, le dispositif qu'on va mettre en place pour l'étudier, les méthodes, le suivi, et puis ensuite, quand on a récolté des données et qu'on commence à faire quelques analyses, de discuter ensemble l'interprétation des résultats. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important, c'est pas juste les chercheurs, bien qu'on puisse, c'est plutôt nous qui allons faire des analyses statistiques, mais on discute ensemble les résultats bruts pour l'interpréter d'une manière qui prenne en compte les connaissances du terrain. Et donc, ça c'est un peu plus technique, mais l'idée c'est vraiment de faire sortir la recherche et la sélection des laboratoires pour la mettre dans les champs, dans les fermes, un peu partout en France, chez tous les agriculteurs intéressés. Et donc pour les résultats, on peut peut-être en parler ensemble, donc je te laisse parler des blés, tu en as parlé tout à l'heure. En fait, du coup, de cette sélection, donc, a apparu plusieurs mélanges de population. Donc, il y a eu, je sais plus combien il y a eu de paysans exactement qui ont fait des mélanges de croisement. Au début, on a démarré avec une quinzaine et puis on est monté jusqu'à une centaine par la suite. Et du coup, chez tous ces paysans, ils ont tous mis en place ces croisements, et c'était vraiment à nous paysans de semer, d'observer, de faire des observations pour les chercheurs et les analyses statistiques qui allaient suivre. Mais surtout, ce qui était vraiment intéressant dans cette démarche, c'était que du coup notre point de vue était pris en compte, et qu'on a pris en compte pour cette sélection les ressentis, votre manière aussi d'appréhender les plantes dans les champs. Des ressentis, une espèce de vision un peu plus holistique et une vision plus du beau, pour une plante malade par exemple, pour un paysan, il va l'avoir d'une façon différente. On va pas compter le nombre de spores, on va apprécier son état de santé général, sa brillance, sa réceptivité. Et là on voit des photos de tous ces blés qui sont magnifiques, et c'est vrai que finalement on s'est rendu compte aussi en discutant avec les paysans que derrière un blé qui présentait une certaine brillance, une certaine beauté extérieure, où on le sentait vraiment en pleine santé, et en fait quand on faisait les analyses derrière, c'était aussi celui qui allait donner le meilleur pain, et en fait finalement c'est ce côté ressenti, on appelle ça, je sais pas, le savoir-faire paysan, quelque chose comme ça. Et derrière ça, il y a une vraie valeur ajoutée en fait au travail des chercheurs. Alors parmi les résultats du projet, donc il y a eu ces populations qui sont en culture maintenant dans beaucoup de fermes, qui sont utilisées pour la production, pour faire le pain. Tu n'as pas dit aussi que tu faisais le pain avec, mais il y a aussi tout un tas d'autres productions que ça a pu donner. Donc il y a déjà la manière de travailler ensemble, l'organisation collective pour partager les données, discuter les résultats, faire les retours d'expérience, échanger les semences. Donc en fait ça demande
ça a été dit aussi tout à l'heure, la recherche participative, mais ça demande... ça passe. Ça demande beaucoup plus de temps, enfin d'une manière de travailler complètement différente. On va devoir passer plein de temps à échanger, à articuler, à animer. Donc on a la chance d'avoir parfois des animateurs dans les associations qui aident à mettre en lien, mais pour le chercheur, c'est quand même une autre manière de travailler. On a aussi produit des outils tout à fait, je veux dire scientifiques, ça paraît un peu bizarre, mais des nouvelles méthodes statistiques pour analyser des essais réalisés à la ferme, des dispositifs expérimentaux originaux qui n'existaient pas avant, une manière de gérer des données qui peut être utile après dans d'autres recherches. On a aussi, comme l'a dit Charles, cet apprentissage des paysans et des animateurs sur bien comprendre le fonctionnement génétique et puis être capable ensuite de décider, de choisir quelles plantes croiser, quelles plantes assembler ensemble, comment sélectionner, comment faire des bouquets de sélection dans ces populations et de pouvoir devenir autonome ensuite avec ces pratiques-là. Et puis finalement il y a aussi la dimension, donc c'était dit plus tôt aussi, au-delà de juste transformer vos pratiques et votre manière de faire, un impact au niveau politique, au niveau réglementaire, avec une reconnaissance à la fois du rôle des organisations paysannes comme des acteurs de la gestion de la diversité cultivée, mais aussi une évolution de la réglementation qui va favoriser un peu plus des variétés, populations plus hétérogènes, plus adaptées à certains contextes. Et voilà, peut-être pour finir, quelques éléments clés. C'est vrai que c'est pas finalement quand même toujours simple de faire de la recherche participative. Ça demande beaucoup de temps pour construire ensemble, pour construire la confiance. Je pense qu'on l'a vu aussi dans les autres projets. Il faut se former. Donc nous aussi, les chercheurs, se former à interagir, à savoir observer dans les champs, à discuter avec les paysans. Et il faut arriver à pérenniser notre démarche parce que ça ne se fait pas en 2 ans avec les projets de recherche qui, en général, qui durent 3 ans. On n'a rien fini au bout de 3 ans. Il faut donc financer, il faut transmettre. Là, le collectif grandit, donc on est en train de chercher, de travailler sur des approches pour pouvoir transmettre et puis des méthodes pour que les collectifs, chacun soit capable de réfléchir à comment gérer de façon collective la diversité, changer d'échelle, et je pense que c'est à ça qu'on va utiliser le prix, donc à organiser, préparer des rencontres, inviter le plus possible de monde sur la ferme d'un collègue de Charles dans le sud-ouest, faire un petit peu des petites vidéos et puis nous aider à diffuser et à transmettre. Et merci. Merci et bravo, on a vraiment là une démonstration de ce qu'on appelle maintenant la slow science, c'est-à-dire la bonne science, c'est de la slow science, ça prend plus de temps par définition et c'est beaucoup plus compliqué que la science standard. Alors on a le temps de prendre des questions, là on a une petite dizaine de minutes qu'on va se donner. On demande, vous pouvez peut-être répondre de là où vous êtes, parce que le temps que tout le monde se déplace sur la scène, en fait, vous pouvez poser des questions aux 4 groupes, puisque les représentants de chacun des projets sont là, et je pense qu'ils pourront répondre de leur siège. Semences paysannes, donc, Cap Droit, et Tilantia. Et Tilantia. Alors Tilantia, j'arrive jamais à le retenir, parce que je sais pas pourquoi, ça vient d'où Tilantia? C'est une plante rhizomatique? Épiphyte. Épiphyte, d'accord. Alors, qui a des questions dans la salle? Il y en a une là? Ah, il y a une question. Bonjour, bravo à tous. Moi, c'est Hélène Chauveau de la Boutique des Sciences, qui est un dispositif de recherche participative à Lyon. Bravo vraiment au projet, c'est très émouvant et bouleversant de vous voir aussi témoigner de ce que ça a produit chez les uns, chez les autres. Moi, j'aimerais poser la question de la médiation dans ces projets, parce que tous vous avez plus ou moins évoqué, de manière formelle ou informelle, mais le fait que c'est pas forcément évident en fait de dialoguer entre chercheurs, acteurs, professionnels, parce qu'on n'a pas les mêmes temporalités, les mêmes vocabulaires, etc.
Et du coup, j'aimerais savoir si dans les projets des uns des autres, il y avait des médiateurs, ou est-ce que, voilà, comment vous avez composé en fait avec ces différentes cultures pour arriver à travailler ensemble, ce qui est pas facile. Voilà, bravo à tous en tout cas. Qui veut répondre à cette question sur la médiation? Ici. Oui, monsieur, allez-y. Non, on va dire, avec 4 ans, on va dire, on ne s'est pas mis, on va dire, bon, toi t'es handicapé, toi c'est ça, on s'est mélangé, on savait tout de suite d'accord au début. Quand on ne comprenait pas automatiquement, les chercheurs automatiquement étaient là pour nous aider, même pour la lecture, pour qu'on ne sait pas lire. Moi, c'est toi quelqu'un, la totale m'a aidé pour faire la lecture, tout ça. Côté là, non, on va dire, on ne s'est pas mis, on va dire, on n'avait pas, on va dire, un meneur d'hommes. D'ailleurs, on va dire, on n'a pas le chef, bon, c'est pas le chef, c'est pour l'embêter. Et automatiquement, non, dedans, on n'a pas aucun meneur. Tout le monde, automatiquement, on donne ses idées, et après, on travaille sur les idées, et c'est tout. Vous avez un micro? Benoît le chef, vous voulez dire quelque chose justement? Benoît, peut-être Isabelle, parce que je crois qu'il y a une réflexion sur cette notion dans le projet Semences Paysannes aussi. Non, dire, on a manqué, disons, de mon niveau, les tensions les plus fortes ont été entre chercheurs académiques, et on n'a pas trouvé de possibilité de médiation, de lieu, voilà, d'aller chercher le médiateur CNRS, etc. Bon, effectivement, ça a un peu manqué, alors même qu'en interne au projet, je crois qu'on a mieux réussi à créer des médiations entre les différents groupes d'habitude, comme dit Sylvie Daniel. Isabelle, un mot peut-être? Oui, ben, nous en fait, d'une part, il y avait souvent les animateurs des associations qui nous permettaient d'organiser le passage de la parole, etc. Et d'autre part, on a vraiment travaillé avec des collègues en sciences sociales qui nous ont aidés avec des dispositifs et des approches. Par exemple, là, tout récemment, on est en train de mettre en place des ateliers avec des approches issues de sciences de gestion qui aident à concevoir ensemble. Donc ils appellent ça KCP. Moi, j'y connais rien, mais ça aide à travailler ensemble pour favoriser la création de solutions tout en partageant des connaissances. Donc il y a des différents outils. Après, il y a aussi la modélisation. Enfin, c'est vrai qu'on a besoin, ça nous conduit, cette recherche participative, à travailler de façon interdisciplinaire et de s'entourer, d'aller se rapprocher de collègues, notamment en sciences sociales. Une question de Catherine Neveu. Oui, moi c'est à la fois une question et une suggestion pour la suite, parce que tous les projets ont mentionné le fait que c'était complexe et que surtout ça demandait beaucoup plus de temps si on voulait faire vraiment de la recherche participative. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il est envisagé par la Fondation de France, par le GIS, par les équipes lauréates aussi, de contribuer à des formes de plaidoyer auprès de nos institutions de recherche sur le fait que nous aussi on est contraints à effectivement des projets, c'est sur 2 ans, il faut avoir les résultats avant même d'avoir commencé, c'est pas reconnu comme étant de la bonne recherche par les institutions et toutes les instances d'évaluation. Donc comment est-ce qu'on peut faire aussi pour peser sur les institutions de la recherche, pour qu'elles reconnaissent que c'est de la recherche qui apporte de la connaissance plus fine, plus complexe, meilleure et capable de transformer. Julien, là-dessus, sûrement? Oui, non, je partage l'interrogation de Catherine et les difficultés qui existent en France, en tout cas, à faire bouger notamment le CNRS sur ces questions-là, où au fond il n'y a pas de valorisation des approches plus participatives ou en mode recherche-action. Mais moi, du coup, j'ai une réflexion en fait sur je m'inclus en fait dans tout ce qui a été organisé ici, mais dans quelle mesure, si l'objectif est la légitimation des recherches participatives, au fond, organiser des trucs spécifiques pour des recherches qui seraient différentes ne contribue pas, au fond, à les considérer toujours comme des recherches à part. Est-ce que, au fond, institutionnaliser un champ de la recherche participative ne contribue pas à toujours les voir comme des recherches qui seraient un peu différentes de l'autre? Et la meilleure, pareil, hein, je n'ai pas de position arrêtée, je pose la question, mais dans quelle mesure, au fond, simplement les intégrer, mais comme le GIS l'a d'une certaine façon toujours fait, où il y a toujours eu des formes d'hybridation dans ces panels entre des chercheurs professionnels et d'autres acteurs, voilà, dans quelle mesure, au fond, simplement mettre tout le monde autour de la table
sans qu'on ait besoin de labels spécifiques, n'est pas la meilleure façon de légitimer où on puisse véritablement discuter des résultats de recherche, quelle que soit la méthodologie qui les a produits. Alors avant de donner la parole à un nouvel intervenant, moi j'aurais tendance à dire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. En fait, ce type de recherche souffre d'un tel déficit de légitimité. Alors, c'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que le CNRS, à un moment, s'est intéressé à ces questions, les a promues, mais comme toujours, sans vraie continuité et sans vraie volonté politique. Mais c'est déjà énorme, me semble-t-il, que dans une instance comme la nôtre, alors pas forcément l'instance suprême de légitimation des recherches, on accueille ce genre de choses, on participe avec la Fondation de France à ça, pour penser que, et de même, il est hyper important que la Fondation de France valorise cette dimension de recherche et le rôle des chercheurs. Je pense que là, c'est le début d'un processus. Ça prendra du temps, tu vois, avant de pouvoir faire reconnaître, alors, et effectivement, de se confronter à ce problème majeur qui est le problème de l'évaluation de la qualité scientifique des produits, c'est-à-dire, voilà, est-ce que, alors j'imagine que pour Semences Paysannes, le problème se pose un peu différemment, mais pour les trois autres, faire passer les résultats de ces projets de recherche dans des revues académiques, à comité de lecture, etc., c'est quelque chose qui va demander un travail de traduction, et c'est pas pour demain. Hein, donc voilà, mais on commence là, me semble-t-il, et c'est assez positif. Monsieur, peut-être la dernière question, et monsieur. Donc, monsieur et Alain, la dernière question. Oui, c'est juste une observation, disons, par rapport à la recherche agricole, en particulier dans les pays du Sud. On a essayé beaucoup de choses pour les recherches participatives et pour arriver à faire qu'elles puissent être légitimes, ou disons, les faire reconnaître et arriver, quand on est passé par les États, ça ne marchait pas. Quand on est passé par les instituts de recherche, ça n'a pas marché. Quand on est passé, c'est quand les utilisateurs de la recherche, les organisations paysannes, ont demandé de manière très forte, finalement, les véritables utilisateurs de la recherche, à ce que les chercheurs soient chez eux et que ce soit eux qui signent les protocoles de recherche, entre autres, ça a eu des effets extrêmement intéressants. Et à ce moment-là, ça a commencé à se légitimer au point de vue des institutions qui étaient au-dessus. Donc ce sont les utilisateurs, dans les faits, les organisations d'utilisateurs qui arrivent à faire qu'on arrive à vraiment légitimer la recherche participative pour les pays du Sud. Merci monsieur. Puis peut-être dernière intervention d'Alain, question ou conclusion. Merci, oui, c'est Alain Kaufmann, l'Université de Lausanne. Donc, je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance Sciences Société qui mène beaucoup d'actions avec différents groupes de travail pour promouvoir la recherche faite par le tiers secteur, où on utilise aussi le tiers état, ce qui a créé beaucoup d'anticorps auprès d'un certain nombre d'institutions. Mais il faut voir aussi qu'il ne suffit pas de développer des lignes de financement spécifiques, ce qui est indispensable, mais il faut aussi les capteurs de la demande sociale. Et donc des associations, enfin disons des structures comme la Fondation de France sont absolument indispensables aussi pour faire remonter la demande sociale de recherche qui peut ensuite être mise en forme avec des chercheurs du monde académique. J'aimerais dire aussi que c'est aux chercheurs du monde académique de se bouger et de ne pas attendre que les instances de décision au plus haut niveau décident de lignes de financement. C'est vraiment un mouvement qui doit venir de la base aussi pour changer les conditions de la recherche et surtout la critérologie de la recherche. Merci. Donc je vous propose, il y a une pause café, je vous propose d'applaudir une dernière fois les porteurs de projet, les organisateurs de ce prix, Marion Benamon, Maïté Jouan, Marion Carrel, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que ça réussisse.